C'était marrant de finir en disant votez UNEF, s'il vous plaît, au revoir. Et après, vous restez. Parce que vous êtes encore là, la dame qui a fait un discours. Voilà. Non, c'est amusant. Et c'est amusant, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous ai demandé de détailler ce que c'était que le CA, le CFVU, tout ça, machin. D'abord parce que la plupart des étudiantes et des étudiants ne savent pas ce que sont ces machins. Deuxièmement, parce que leur fonctionnement n'est pas limpide et discutable. Troisièmement, parce que dans la manière dont vous avez eu de parler des choses, malgré votre éloquence et la superbe portée de votre discours, on a eu l'impression qu'il y avait nous et vous. Nous, les élus, nous qui comprenons quelque chose à tous besoin, nous qui nous occupons et vous, qui nous déléguez du pouvoir. Vous voyez, si on arrivait à passer au-delà de cette espèce de séparation, soit en simplifiant ces institutions bureaucratiques mortifères, soit en faisant la pédagogie, mais déjà c'est très méprisant de dire d'en faire la pédagogie, on pourrait peut-être obtenir une participation plus élevée et une mobilisabilité plus forte, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, je ne suis pas là pour faire la leçon, mais si un peu, j'arrive pas à m'en empêcher. Bon, alors, aujourd'hui, on s'occupe d'anthropophagie rituelle. Voilà. Voilà. Et donc, le cours fait référence à deux choses. Le texte de métro que vous avez là, est là, en bas des escaliers, dans la religion des Tupinamba. Métro, c'est M, E, accent aigu, T, R, A, U, X. Et puis le film Comme il était bon, mon petit français, de Nelson Pereira dos Santos. Dans le fond, on va prendre le temps tout à l'heure de raconter les différentes étapes du rituel, mais à la fois pour ne pas embêter les étudiants que j'ai eu en TD et avec qui je l'ai détaillé, et peut-être parce que vous avez déjà travaillé en TD aussi sur ce sujet-là, je vais essayer de prendre d'abord et vraiment d'insister sur, prendre un autre angle et insister dessus. Et cet autre angle, c'est comprendre à partir de quel point de vue ont été produits ces descriptions de l'anthropophagie rituelle chez les Tupinamba au XVIe siècle. C'est très rare de travailler sur un matériel à ce point-là de seconde main, c'est-à-dire produit de manière non coordonnée, sans cadre théorique, par des religieux, des cosmographes, des voyageurs, dans un temps où la notion d'ethnologie ou la méthodologie en ethnographie n'existait pas du tout. Et en fait, ce que je vais essayer de vous dire, c'est très simple, c'est qu'en comprenant l'ensemble, non, l'ensemble c'est beaucoup trop ambitieux, en essayant de comprendre les biais cognitifs, les biais de perception, les biais culturels qui ont influencé, si ce n'est plus, la description, la relation qui a été faite des pratiques d'anthropophagie rituelle chez les Tupinamba au XVIe siècle, on se donne un bon exemple de ce qu'il faut faire face à n'importe quel ethnologue. En essayant de comprendre la manière dont ils pouvaient bien penser au XVIe siècle pour aboutir aux descriptions qu'ils ont faites et pour extraire des descriptions un maximum de biais, on se donne un modèle de ce qu'il faut faire sur soi-même ou sur les autres ethnographes ou ethnologues ou anthropologues. C'est-à-dire, tout simplement, comprendre le paradigme de production des connaissances. Et il faut le faire sur soi-même, autant que faire se peut, et sur l'ensemble des productions qu'on utilise. Comprendre, par exemple, quand vous étudiez des résultats actuels
Quel est l'impact sur ces résultats du mode de financement de la recherche, par exemple? Quelles sont les représentations dominantes qui influent ou qui déterminent ou qui structurent, qui sont sous-jacentes, qui structurent le propos, qui sont sous-jacentes au propos de telle ou telle entreprise ethnologique? Donc, voilà, je crois que la ruse principale qui était à l'œuvre dans cette tradition qui existe ici, vous parlez des Tupinamba, elle se situe là. Saisir un fait qui est immédiatement, radicalement désigné comme infâme, dégoûtant, presque à la limite du compréhensible. On ne comprend pas quelle humanité peut comme ça manger de l'humain de manière ritualisée. En plus, ils sont terribles. Ils en mangent aussi de manière pas ritualisée de la viande humaine. Mais non seulement on va faire le chemin, non pas pour se rendre cette pratique acceptable et souhaitable, c'est pas du tout ça l'objet, mais au moins compréhensible. Là, le texte... Ah non, mais vous partez juste passer un coup de fil, excusez-moi de vous déranger. Mais encore, essayer de mettre nos propres catégories en crise en fonction des crises qu'on va extraire, des catégories qu'on va extraire de la culture Tupinamba, avec comme tir inclus dans l'effort les catégories, les représentations de ceux qui ont fait office d'ethnographes, en l'occurrence Jean de Léry, qui est envoyé de Jean Calvin en France antarctique pour créer une espèce de zone dans laquelle protestants et catholiques vivraient en paix. Hans Staden, qui est un voyageur allemand, un aventurier allemand. Et enfin, André Thévet. Alors, qui est un cosmographe du roi de France. Alors, pourquoi est-ce que l'anthropophagie forme en quelque sorte le centre, le point crucial des descriptions rapportées? Probablement pour deux raisons. La première, c'est que c'est une pratique qui était radicalement exclue du champ des pratiques normales dans les pays d'origine de ces visiteurs, à savoir la France et l'Allemagne. Mais aussi parce que l'anthropophagie avait été au cœur d'un débat à l'échelle de la chrétienté pour savoir si les Indiens étaient des humains de première ou de seconde catégorie. Des humains de plein droit dont il fallait respecter la liberté, la propriété, le territoire, la souveraineté sur eux-mêmes, et qu'il fallait évangéliser de manière douce, ou bien est-ce que c'était de sous-êtres, des humains de seconde catégorie, des êtres par essence esclaves et par essence barbares, qui profiteraient d'une domination, d'un bon maître civilisé. Et aussi étonnant que ça puisse paraître,
dans le fond, le XVIe siècle, c'est un prémisse de victoire de la première théorie et une victoire finale de la seconde théorie. On commence avec des bulles papales et des décisions de Charles Quint pour interdire l'esclavage, punir l'esclavage sur les Indiens, affirmer leur nature humaine, leur qualité humaine, l'impératif sous peine d'être en situation de péché mortel, de respecter leur humanité, à travers le respect de leur liberté et de leur propriété. C'est vraiment défini de manière concrète. La bulle papale à ce sujet date de 1538. Les décrets de Charles Quint relatifs à ça datent de 1527. En 1550, vous avez la controverse de Valladolid qui met en scène l'opposition entre ces deux théories. Faut-il penser que ce sont des barbares et des sous-êtres qui bénéficieraient d'une administration coloniale, d'une domination totale et d'un esclavage? Faut-il penser au contraire que ce sont des êtres humains de plein droit, dotés d'une âme de plein droit, etc., etc. Je disais tout à l'heure à vos camarades, et ça je ne peux pas m'empêcher d'y revenir parce que pour moi c'est hyper frappant, que Charles Quint décrète que la colonisation est suspendue pendant 2 ans, en 1550-1551, le temps qu'on tranche la question de la controverse de Valladolid. Imaginez ce rapport aux politiques, à la culture, aux questions anthropologiques profondes qui est en jeu là. Ça consisterait à dire pour nous, avant de savoir, on va lancer un débat sur le sujet, si nous avons le droit d'exterminer la biosphère, le vivant, voilà. Tant qu'on n'aura pas tranché cette question de droit d'extermination du vivant, la biodiversité, on arrête tout ce qui est susceptible de détruire la biodiversité. Voilà. Donc on va arrêter la croissance, on va arrêter l'usage des hydrocarbures, on va arrêter de faire venir de la nourriture de très loin, de faire venir nos vêtements, nos textiles, tout. Voilà. On va arrêter de faire des mesurettes à la marge, politiquement correctes et acceptables par le grand capital à la fois. On va décider d'un seul coup suspendre nos actions dans ce champ-là. Vous voyez la radicalité du geste? J'exagère un peu, la mesure de Charles Quint a simplement, effectivement, freiné l'institutionnalisation de la colonisation sur les territoires sud-américains. Néanmoins, ce que lui décrète, c'est ça. Ce que le pouvoir politique dit, c'est nous suspendons la pratique de colonisation. Pourquoi? Pas parce que on est menacé par des Indiens surarmés, pas non plus parce qu'on se pose des questions sur les droits de l'homme, parce que c'est dans ces termes que les questions se posent, mais parce qu'on a peur pour le salut de l'âme de Charles Quint. Si c'est Las Casas qui a raison, alors il est en situation de péché mortel. Il est donc dans un complexe psychique, culturel, dans lequel il y a un frein à son action. Il ne peut pas être dans l'illimitation de l'action économique, technique et militaire. Ça va venir juste après. D'accord? Plus les sociétés occidentales vont être industrialisées, plus elles vont être savantes, plus elles vont être puissantes en termes de connaissances scientifiques, de déploiement économique, de déploiement technique, plus la violence de la colonisation sur les populations colonisées va aller croissant. En termes de nombre de morts, mais aussi et surtout en termes de vision du monde président à la colonisation. La vision de Sepúlveda, qui joue le rôle du méchant dans la controverse de Valladolid, c'est elle qui va triompher. C'est elle qu'on retrouve toute pure à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, disons qu'une population coloniale est toute bonne à être administrée et qu'on doit la traiter comme des choses. Il faut renoncer au gouvernement des gens pour administrer les choses. Il n'y a pas donc eu de progrès moral et juridique, c'est l'inverse. C'était déjà pas très brillant au XVIe siècle, c'est devenu atroce, progressivement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Madame? D'abord parce qu'on n'est pas à une contradiction près, et deuxièmement parce que ni l'un ni l'autre ne veulent renoncer à l'évangélisation. C'est seulement pas les mêmes moyens. Dans un cas, on fait de l'évangélisation douce, dans l'autre cas, on fait de la contrainte directe, forcée. Et par ailleurs, rien n'empêche de dire que sur un système colonial de type administratif mais dépendant des États, l'Église surimpose un système d'évangélisation
plus traditionnels, etc. Mais enfin, qui n'empêche pas qu'on prenne des enfants, les mette dans des orphelinats, des internats, enfin, voilà. Donc, toutes les variantes de gris religieux sont possibles. Donc il n'y a pas de contradiction dans ces termes-là. Je voulais simplement vous dire cela pour éclairer un point. Nous sommes dans un moment où l'idéologie de la colonisation et la vision du monde qui va avec est en train de s'élaborer. On est en 1550, c'est ça qui est en train de se construire. On voit qu'elle est en train de s'élaborer en ce sens que les principales puissances qui s'expriment et qui sont à l'œuvre dans la colonisation produisent des avis divergents. Ça tâtonne. En gros, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Et c'est par ce filtre, c'est par ce biais, il me semble, qu'il est intéressant de considérer les propos de ces premiers faisant fonction d'ethnographes. Voilà. Jean Deléry, André Thévet, Hans Staden. On a des gens qui sont en train de faire la rencontre avec des systèmes culturels sans disposer immédiatement des catégories encadrant ce que doit être cet échange. Ils sont donc en situation d'une certaine manière, le composer. De toute façon, ils ne sont pas en position de faire autrement que de composer. Ils sont incapables de survivre complètement tout seuls et sans relation avec les gens qui habitaient, par exemple, en Amazonie brésilienne, en ce qui concerne ces trois-là. Alors, je vais partir du principe que vous allez tous soit lire le texte qui est téléchargeable en PDF sur l'EPI, soit le prendre ici, et que vous allez tous regarder le film, comme il était bon, mon petit français. Si. Et surtout, pour la semaine prochaine, les deux Jean Rouch. D'accord ? Pour la semaine prochaine, vous avez regardé les deux films de Jean Rouch, ils sont courts, ils durent à peu près 20 minutes. Les Maîtres Fous et Les Hommes qui font la pluie. Vous me regardez ça, c'est passionnant, c'est génial, et voilà. Donc j'ai besoin que vous les regardiez. Sinon, mon cours ne sera pas pareil. Je vais partir de ce principe-là, et je vais me positionner comme ça pour vous accompagner. Il est intéressant de voir comment un certain nombre de notions sont mises en crise par l'observation des pratiques chez les Tupinamba et chez les autres tribus Tupi, chez les autres groupes Tupi. Le mariage, le pouvoir, la guerre, la notion d'ennemi, la séparation entre humain et animal, toutes ces choses-là explosent. En fait, on se rend compte que, par exemple, le truc tout bête, on ne peut parler d'anthropophagie que si on distingue la viande humaine de la viande animale. Bon, chez les Tupinamba, la distinction entre humain et animal étant peu utilisable, en fait, juste on mange de la viande. Puis c'est tout. Et le tapir, il a aussi sa forme d'humanité. Je lisais un conte érotique sur les tapirs et les humains tout à l'heure en TD. Voilà, ça explose avec beaucoup de clarté. Et suivant ce pari-là, quand j'ai proposé ce cours, je ne l'ai pas appelé manière d'ingérer de l'humain, je l'ai appelé manière d'intégrer. Il me semble que c'est intéressant de maintenir comme ça cette espèce de surprise. Ce qui est à l'œuvre dans la pratique d'anthropophagie rituelle, qui n'est qu'un tout petit volet de la pratique de la guerre et d'un rituel funéraire plus vaste, et qui peut d'ailleurs disparaître. On retrouve ce rituel associé à une pratique de la guerre et d'utilisation des captifs, dont on a expurgé à la fin le fait de manger de l'humain, le fait de manger, on le jette à la fin, le cadavre qu'on a tué, c'est tellement d'importance. Donc, garder cet ensemble rituel-là, non pas comme une espèce de vengeance par rapport à l'ennemi, non pas par rapport, ce qui est la théorie locale,
Les Tupinamba, eux, pensent que pour l'essentiel, s'ils partent en guerre et s'ils mangent de l'ennemi, c'est pour se venger de l'ennemi dans un cycle permanent de réciprocité. Tu m'as mangé, je te mange, tu m'as mangé, je te mange, tu m'as mangé, je te mange. Nous sommes puissants, nous te mangeons, vous êtes puissants, vous me mangez, etc. etc., etc. Donc c'est intéressant cette théorie-là parce que c'est la leur. Mais néanmoins, la fonction sociale qui me paraît le plus évident et que je vois, c'est qu'en fait, ne se mangent entre eux que des ennemis qui font partie du même groupe social. Voilà. Et en d'autres termes, ne se font cette guerre fondamentale puisque le fait de ramener un captif qu'on va manger dans un cadre rituel est hyper important pour le système social Tupinamba. Cet acte-là n'est possible que dans un cadre où l'ennemi est complètement mon semblable, comprend ma langue, comprend les rituels, a les mêmes valeurs que moi, fait la même chose que moi, fait la guerre de la même manière que moi, a une architecture morale et de croyance similaire à la mienne. À ce moment-là, on serait amené à regarder la fonction sociale, non pas à l'échelle des Tupinamba, mais à l'échelle de tout le groupe Tupi. Tout le groupe, tous les groupes qui se font la guerre. Tous les groupes qui s'opposent. Et à considérer en fait un ensemble d'antagonismes comme une manière de maintenir quelque chose d'assez fondamental dans toutes les sociétés, du même et du différent. Avec, en réalité, une espèce d'économie de mort. D'abord parce que ce sont normalement que des hommes en âge de se battre qui se battent, même si parfois il y a des femmes et des enfants qui sont tués, mais c'est plus rare. Parce que on est obligé de ne pas assimiler l'ennemi ou ne pas détruire l'ennemi, parce que sinon il n'y a plus d'ennemis, et s'il n'y a plus d'ennemis, on est obligé d'abandonner la pratique. Juste entre parenthèses, pourquoi la pratique est importante dans le système Tupinamba, le système social Tupinamba? Parce que le système Tupinamba ne connaît pas d'autres systèmes de hiérarchisation sociale. On se hiérarchise, on acquiert du prestige, parce que c'est en gros la seule manière de se différencier, on acquiert du prestige en participant à la guerre et en ramenant des prisonniers. Si on ramène plus de prisonniers, on a un système social bloqué dans lequel il n'y a plus aucune forme de différenciation possible. Bon. Remarquez que ce n'est pas très grave, mais ça a l'air d'être important. En gros, le principal rituel d'intégration à la société des hommes adultes pour un jeune homme, c'est le fait de ramener un prisonnier. Suite à quoi il va changer de nom pour échapper à la vengeance du prisonnier une fois qu'il est mort. Il va devoir proposer le prisonnier, le captif, au mariage dans son groupe. Donc il va nouer comme ça un lien d'interdépendance avec un autre clan, une autre famille, un autre bout de la famille, etc. Donc il va rentrer dans le système politique des hommes d'une certaine manière, et des femmes en même temps d'ailleurs. Sachant qu'on a affaire à un système politique complètement diffus. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration. Il y a plusieurs caciques, plusieurs chefs qui sont nommés, qui sont révocables. Mais je viens d'expliquer ça pendant 20 minutes en TD, j'ai pas envie de recommencer. Donc demandez ça à vos chargés de TD. Mais j'ai vu tout à l'heure un certain nombre de mouvements de tête que, effectivement, dans les autres TD, ça y est, c'était engagé, le travail sur les Tupinamba, donc je suis rassuré. Ouf. Non? Zut. Me voilà inquiet maintenant. Vous me faites changer d'humeur comme de chemise, si ce n'est plus souvent d'humeur que de chemise en réalité. Ce n'est pas bien. Alors, c'est Pierre Clastres, un ethnologue français, qui dans les années 70 va faire cette théorie. En gros, il y a deux ouvrages fondamentaux de Pierre Clastres. En 1973, La société contre l'État. En 1977, il y a L'archéologie de la violence. Ce sont deux articles géniaux. Et sa théorie, c'est qu'il y a cette espèce de formidable moyen de maintenir la pluralité
dans un système culturel, et en même temps la cohérence du même système culturel. À travers cette notion d'ennemi, d'animosité, de cyclicité de l'animosité, je maintiens la différence, à travers le mélange de cette guerre rituelle que nous ne pouvons faire contre nous, et de cette prise de prisonniers que nous ne pouvons faire contre nous, et de cette anthropophagie que nous ne pouvons faire contre nous, on maintient du similaire. Et en même temps, comme je vous disais, dans un système d'économie de mort, puisqu'on est obligé de s'épargner un petit peu l'ennemi, sinon il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de système social. On a observé des toupies attaquer des villages vides et déterrer les morts pour faire des cérémonies sur les morts, parce qu'ils n'avaient plus d'autres toupies, voilà, parce que faut savoir que eux c'était des vilains anthropophages, mais nous on les a exterminés jusqu'au dernier. Et c'était plus vilain. Il reste des toupies, mais pas des toupies Namba, d'après ce que j'ai compris. Bon. Donc, c'est donc Pierre Clastres qui fait cette hypothèse d'un système prodigieusement efficace. Dans le fond, ça serait sa fonction sociale principale, de maintenir la pluralité, de maintenir du même et du différent, dans une communauté dont au départ on n'a pas assimilé l'exacte dimension. En gros, si on considère l'ensemble des systèmes ennemis comme un système cohérent, dans lequel on a ritualisé la différenciation, la prise de position dans l'espace symbolique, alors seulement on comprend que dans cette société globale, dans cette société d'associés, on maintient à la fois une forme d'intégration et de différenciation à travers l'exercice de la guerre et du rituel accompagnant, du rituel qu'accompagne l'anthropophagie rituelle. Alors, peut-être vous travaillerez plus tard sur les rites de passage tels que définis par Arnold van Gennep. Je ne sais plus si c'est dans le manuel sociologie, ethnologie ou dans le manuel sociologie, psychologie sociale. Peu importe. Arnold van Gennep nous propose de comprendre systématiquement les rites de passage en 3 temps. On est extrait de son premier groupe, transformé et réintégré au nouveau groupe. La captivité dans le cadre guerrier chez les Tupinamba suit exactement ce cycle-là 2 fois. Une fois pour être intégré au groupe Tupinamba, la seconde fois pour être réintégré au groupe ennemi. Et alors là, il y a quelque chose de très singulier. Il y a quelque chose de très singulier. Il y a une notion de temps de. On fait ça le temps de. On est dans tel état le temps de. Vous voyez, le prisonnier, le captif, va mourir. On l'intègre, alors il y a des cérémonies pour ça. D'abord, on le sépare de son ancien groupe, on le traite comme un animal, comme de la nourriture. Ensuite, on le maquille, on le rase, on l'épile, on lui fait la bonne coupe. Enfin, on le prépare à être un vrai Tupinamba. On lui trouve une épouse qui veut bien. Enfin, tout ça, on fait la rencontre. Il va faire des enfants, il mène une vie parfaitement normale dans son nouveau groupe Tupinamba. Il travaille avec tout le monde. Il a le droit de cultiver un petit bout de forêt. Enfin, et puis, deuxième temps, on recommence. On le sépare, on le transforme. Et puis on le réintègre à son groupe en tant qu'ennemi. On va lui demander de proclamer régulièrement que oui, c'est un ennemi, oui, il a tué beaucoup des nôtres, oui, les siens ont tué beaucoup des nôtres, et maintenant, il sera vengé plus tard. Donc on le réintègre dans le système de réciprocité. Les enfants qu'il a pu faire pendant ce temps-là, on les mange aussi. Alors, c'est très intéressant ce point-là parce que ça évite
l'espèce d'explication débile qui consisterait à dire, je dis débile parce qu'elle est presque réflexe, ah mais oui, mais en fait, ils intègrent les prisonniers, les captifs pendant un temps à leur société parce que, comme ça enrichit le patrimoine génétique. On a des petits groupes et alors ils risqueraient de dégrader leur patrimoine génétique et donc il faut rentrer du patrimoine génétique extérieur en intégrant les prisonniers. Oui, mais non. Pas du tout. On peut faire cette hypothèse dans d'autres groupes amérindiens, notamment d'Amérique du Nord. Et je dis bien faire cette hypothèse, qui demanderait à être vérifiée factuellement, mais en revanche, on peut tout à fait exclure cette hypothèse-là des Tupinamba, puisqu'ils dévorent le résultat génétique du mélange. Voilà. Donc on ne peut absolument pas être dans une espèce de secours matérialiste pour expliquer cette pause. Et là encore, il y a un espèce de complexe sentimental qu'il faut réussir à adopter. C'est triste de manger ses propres enfants, mais en même temps, c'est le meilleur sort qui peut leur arriver puisque ce sont les enfants d'un captif. Et le captif considère lui-même que c'est le meilleur sort qui puisse lui arriver d'être dévoré, et c'est pourquoi il ne s'enfuit pas alors qu'il lui est donné le droit de mener une vie normale sans énormément de surveillance. C'est pour ça qu'il est possible de s'échapper, comme par exemple Hans Staden qui s'enfuit. Et c'est parce que nous autres Européens, on n'a jamais été des très bons prisonniers captifs chez Tupinamba. Et on est nuls. Parce qu'on n'a jamais compris que c'était honorable d'être dévoré par 300 personnes de tout le voisinage qui boivent un bouillon d'ongles, un civet avec un bout de sourcil dedans, parce qu'ils sont beaucoup et il n'y a qu'un seul petit corps. Une fois, j'avais fait un cours là-dessus en mangeant des nems. Vous pourrez trouver la vidéo sur ma chaîne. Et je prétendais que c'était des doigts. Ça permettait de multiplier le genre de réaction, comme la vôtre. Et que ce soit bien, mal, peu importe, dites-vous bien que toutes vos réactions de dégoût, toutes, n'ont qu'une seule forme de cause et de justification, c'est que vous croyez qu'il y a une différence radicale entre la viande humaine et la viande animale. C'est que rien ne vous prouve en dehors d'un choix culturel. Ça n'est qu'un choix culturel. Demandez à un tigre s'il y a une différence entre de la viande humaine et de la viande de vache, il va vous dire oui, ça n'a pas tout à fait le même goût, mais de son point de vue, c'est bon pareil. Hein. Oui. Bien, vous pouvez tout à fait dire, c'est quand même dégueulasse de manger un humain. C'est simplement un jugement de valeur et un jugement de goût. Tout le monde a le droit de porter ses jugements de valeur et des jugements de goût, c'est ce qui crée une société. Ça n'est pas un absolu. Déjà, vous êtes dans la croyance, d'ailleurs avec laquelle vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde dans cette salle, qu'il y a des espèces différentes, et qu'il y a une différence radicale, par exemple, entre l'humain et les autres espèces animales. Il se trouve que, un peu en avance sur leur temps, les Tupinamba sont antispécistes. Voilà, ils considèrent qu'il n'y a pas de différence radicale entre les humains et les animaux. Oui. Tout simplement parce que, en fait, c'est pas ça qu'elle, si vous voulez, pour la personne qui va être dévorée. C'est la chose la moins importante. La chose la plus importante, c'est de faire honneur à son groupe, d'être vaillant, courageux, fort, de ne pas décevoir ses ancêtres, et donc de faire exister normalement, fièrement, son groupe, dans le cycle, dans la relation de réciprocité. Sinon, et ça serait très très grave, les ennemis, je sais pas, les Maragéas, ou je ne sais plus exactement, les Tupinamba, pourraient dire de l'autre, « Ah, vous êtes des couards ! Vous n'avez fait montre d'aucune force d'âme, aucun courage. Vous êtes défilés comme une bestiole. » Ah oui, parce que des fois, ils font exactement le même cérémonial avec des jaguars, qui eux ont tendance à vouloir s'échapper, c'est moins bien. Mais littéralement, le plus important, c'est le rituel et la relation qu'on a avec le groupe qui est ici sanctionné par la vengeance.
Mais le groupe Jaguar ou le groupe Tupi-Guarani, même combat, parlez fort. Fort. Ah bon? La question est tout à fait intéressante, mais en fait, on ne cherche pas à dire que l'autophagie est quelque chose existant dans tous les groupes vivants. Ça serait faux. C'est pas là la question. La question, c'est de dire l'anthropophagie est considérée comme de l'animalophagie par un certain nombre d'animaux. C'est tout. Ce qui me semble permettre de démontrer assez simplement que le dégoût que nous en avons est produit culturellement. Point. Et que... Attendez un instant, doucement. Il est toujours intéressant de faire l'archéologie de ces dégoûts pour voir à quel point cela relève de choix. Je n'ai pas du tout envie de manger de l'humain, je ne suis pas en train de vous en faire l'apologie. Je m'amuse à vous choquer avec ça, tout simplement pour bousculer un petit peu la certitude que c'est une évidence. C'est une catégorie élémentaire de l'entendement humain qu'on ne mange pas d'humain. Non. D'abord, l'idée qu'il y a une séparation entre humain et le reste du règne animal est une construction culturelle spécifique. Et qui, effectivement, et Philippe Descola l'a très bien démontré, très peu présente, par exemple, dans les sociétés sud-américaines. Et si vous lisez les contes Shipibo que je vous lisais la dernière fois, ou les contes, je vous recommande toujours ce bouquin, La Fricassée de Marie, qui est absolument génial, de Betty Midlin. Vous avez, dans le monde des mythes et des contes amazoniens notamment, une illustration très très simple du fait que on pourrait presque parler de fluidité absolue, vraiment de fluidité absolue entre les formes d'animalité, humanité comprise. Voilà, on peut tout à fait être un humain, devenir une mouche, être un tamanoir, devenir un humain, redevenir un tamanoir, enfin ça gêne pas du tout. Et l'oiseau est bien évidemment de l'humain. En fait, on n'a pas la bonne catégorie. Humain est beaucoup trop restrictif. On pourrait dire un certain type de vivant, mais qui inclut les insectes. Donc en gros, ouais, on pourrait dire... et certains arbres. C'est embêtant. Donc vraiment, c'est le vivant. Voilà, c'est le vivant. Et à l'intérieur du vivant, qu'on approche peut-être le plus en disant l'humanité étendue à tout le vivant, ben, il y a une espèce de fluidité absolue. Donc il n'y a aucune raison de considérer qu'il y a une différence de nature entre de la viande humaine, du poisson et de la viande de pécari. Voilà. Attendez, parce que alors là, il y a plein d'interventions, c'est terrible. Vous, ça ira. Il y avait là, par là. Oui. Fort. Absolument. Alors, les Tupinamba n'ont jamais posé de réclamation. Et par ailleurs, ils avaient des systèmes de cuisson assez intéressants, c'est-à-dire ils fumaient la viande pendant longtemps, ils la boucanaient ou ils la bouillaient. Donc il ne s'agissait pas de s'entre-dévorer cru. Même lorsque ils faisaient de l'anthropophagie non rituelle, c'est-à-dire soit avec des coupables, des condamnés, des gens qu'on voulait déshonorer, soit avec des morts sur le champ de bataille, il s'agissait simplement quand même de viande grillée. Ils ne dévoraient pas le foie cru de leur adversaire. C'est un retour d'expérience capitalisé à l'intérieur du système culturel Tupi. Il avait dû les informer que ce n'était pas une bonne idée, mais comme ce n'est pas une bonne idée pour les autres animaux non plus. Il faudrait que j'avance un petit peu. Je suis désolé. Excusez-moi. Ils intègrent et puis ils régurgitent. Non. Ils intègrent dans leur tribu. Ils les marient. Ils font des enfants, etc. Puis ils les expulsent. Absolument. Et ça prend combien de temps tout ça?
Ça peut durer plusieurs années. Notamment parce qu'on peut avoir... Donc la question de votre collègue, c'était, bon, il les capture, il les ramène au village, il les intègre, ils font des enfants, il les marie, puis il les mange, ça peut durer combien de temps? Plusieurs années. Voilà, ça peut durer plusieurs années, avec de véritables liens d'affection, avec de la peine lorsque, par exemple, ils les voient très maltraités s'ils les ont vendus à des Occidentaux pour servir d'esclaves. Donc il y a vraiment une espèce d'attachement qui se crée, sincère, mais un attachement sincère à quelqu'un qu'on va manger. Voilà. Et la question, c'est qu'en fait, la focalisation sur la mendication, l'ingestion, ça n'est que de notre fait. Il y a probablement ici un lien avec, en tout cas dans la théorie toupie, l'idée d'accumuler un petit peu de la puissance de la personne captive. Et puis, moi, j'aime bien imaginer l'idée que c'est une manière d'associer dans la culpabilité du meurtre tous ceux qui participent au festin. Et on partage au maximum avec un maximum d'alliés. Bon, d'accord, mais en fait, ça n'est grave que dans nos têtes. Ça n'est le cœur que dans nos têtes. Ce que vous avez décrit, le rituel d'intégration, est probablement ce qu'il y a de plus important dans l'esprit des toupies. J'ai ramené un captif. J'ai ramené un captif, c'est là qu'est la gloire. Et le captif est intégré. C'est là qu'est la gloire. C'est là qu'est l'association. C'est là qu'est la création d'alliance. Et il joue le jeu. Il est ma propriété tout ce temps-là. Il est ma gloire tout ce temps-là. Il est la démonstration de la puissance. Et simultanément, il est en train de faire son office, c'est-à-dire travailler à une double chose. Le fait que le groupe d'ennemis reste un groupe cohérent, et néanmoins fabriqué par un système de différence organisé. J'arrive pas à comprendre comment on peut être à la fois honoré et... Il n'est pas humilié justement captif? Mais pas du tout. Il est très honoré. Alors quand je parlais d'honneur, je parlais du propriétaire. Mais par ailleurs, celui qui ne fuit pas, il est très honoré de ne pas fuir, de ne pas être un couard. Et dans toutes les... Vous allez voir les échanges de formules rituelles dans les textes, il est vraiment question de la fierté, de la force, du courage opposé à la notion de couardise. Et par ailleurs, pendant le temps où il n'est pas immédiatement sous la menace d'être dévoré, il est à ce point identifié au groupe Tupi, Namba, qu'il peut participer aux fêtes, il peut participer aux cérémonies. Donc il entre dans la pratique du sacré avec ceux avec qui il y est pleinement. L'étrangeté est toujours rappelée autour de toutes petites choses. Il est puni de mort en cas d'adultère, le prisonnier. Pardon, excusez-moi. Il est puni de mort s'il couche avec une femme mariée. Voilà. Dans une société assez libérale sexuellement, chez les Tupinamba, le prisonnier ne couche pas avec une femme mariée, il couche avec d'autres femmes s'il veut, mais pas mariée. Et si elles veulent aussi, hein, bien sûr. Et en revanche, puis il faut aussi qu'ils les satisfassent sexuellement. Si elles ne sont pas contentes, elles peuvent demander à ce qu'on change de... Mais non, mais c'est une société assez rigolote. Allez lire, vous allez voir, c'est sympa. Et donc, il fait honneur tout simplement à ce qu'il est, à son groupe. C'est... Attendez, un instant, parce que là, il faut que je capitalise. C'est très vilain. Vous voyez là une énorme performance d'intégration qui indique en fait à quel niveau se joue l'intégration. Dans le groupe d'ennemis, on est dans une société hyper intégrée, même selon les termes de Durkheim. On est dans une société hyper intégrée en quel sens? En ce sens que... Je souhaite ma punition. J'ai complètement intégré que le respect de la règle me faisait plaisir. J'ai du plaisir, j'ai une vraie jouissance dans le maintien de l'ordre. Parce que je suis affectivement lié à toutes les règles du protocole qu'en définitive je partage avec mon ennemi. Et là, vous voyez que la catégorie ennemi explose. La catégorie ennemi explose, c'est-à-dire qu'en fait, l'ennemi, c'est le semblable. C'est celui qui est suffisamment semblable pour être habilité à la qualité d'ennemi.
Celui qui ne me comprend pas ne peut pas être mon ennemi. Celui qui ne peut pas jouer le jeu d'être un ennemi. Et là, vous avez comme une illustration d'une fertilité parmi d'autres de la conflictualité et de la ritualisation de la conflictualité. Contrairement à d'autres rites sud-américains comme le Tintu, on n'a pas de ritualisation de la guerre en ce sens que les guerres, les escarmouches permanentes n'ont pas d'issue prévue, ne sont pas coordonnées à l'avance, et néanmoins, on a un système qui, de manière implicite, maintient un ensemble de rituels de guerre comme, finalement, une fonction de maintien du même et du différent à l'intérieur d'une société qui trouve son compte. Je vais profiter, je suis ravi que vous ayez envie de poser plein de questions. Mettez-les en bas de la vidéo, comme ça j'y réponds, si vous voulez. Non mais parce qu'on n'a qu'une heure, alors il faut bien que je pose un peu. Dans les quelques instants qui me restent, simplement, répétez avec ardeur, regardez Jean Rouch. Pour la semaine prochaine, les hommes qui font la pluie et les maîtres fous. Vous me regardez ça avec toute la hâte requise et la passion nécessaire à ce que le cours se passe bien. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine.